Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on plonge au cœur du roman de Jean Echenoz, Courir. C'est une œuvre qui retrace la trajectoire complètement folle et, disons-le, très mouvementée d'Émile Zatopek. Et on ne parle pas juste d'athlétisme ici. À travers cette exploration du livre, on va voir comment un destin se retrouve façonné à la fois par un talent brut, exceptionnel, et par les forces totalement écrasantes de l'histoire du XXe siècle. Bref, c'est une histoire de triomphe absolu, de contrôle par l'État et finalement de survie. Mais pour bien comprendre Émile Zatopek, il faut absolument saisir le contexte de l'époque. De l'invasion de la Moravie en 1939 jusqu'au fameux printemps de Prague en 1968, l'histoire n'est pas juste un décor d'arrière-plan. C'est littéralement le personnage principal qui dicte les règles du jeu. Chaque date qu'on va croiser n'est pas seulement une étape de sa vie, mais un véritable tremblement de terre géopolitique autour de lui. Alors, comment on va structurer notre parcours? Très simplement, en 4 grandes étapes. On commencera par l'invasion et l'apprenti, ensuite la création du champion, puis le triple triomphe à Helsinki, et on terminera inévitablement par la chute du héros. On attaque donc tout de suite avec notre première partie, l'invasion et l'apprenti. Dès les toutes premières pages, le contraste posé par l'auteur est vraiment saisissant. D'un côté, on a la lourdeur d'une occupation militaire, l'armée allemande qui débarque, un silence de plomb, une ambiance glaciale, et de l'autre, on a Émile. À 17 ans, il est complètement dans sa bulle. Il bosse à l'usine, il va à ses cours de chimie le soir, il jardine avec son père. En fait, la guerre défile sous ses fenêtres, et lui, il l'ignore royalement. C'est une innocence presque totale face à l'histoire en marche. Et c'est là qu'on retrouve toute la saveur et l'ironie de Jean Echenoz. Il va jusqu'à décrire cette annexion terrifiante comme, je cite, une petite invasion éclair en douceur. C'est quand même gonflé de formuler ça comme ça. Ça souligne avec brio l'absurdité de la situation et la banalité avec laquelle l'horreur peut parfois s'installer dans le quotidien. C'est ce ton un peu décalé qui va nous accompagner tout le long du récit. Avant même de l'imaginer en train de battre des records sur une piste, il faut visualiser ce jeune homme. Issu d'une famille pauvre avec 7 enfants à la maison et un père menuisier, Émile a un physique assez atypique. Il est grand, blond, avec un visage très triangulaire, une peau super pâle et une voix très haut perché. Mais le détail qui tue, c'est qu'il sourit tout le temps. Franchement, à ce stade, il n'a absolument rien du dieu du stade qu'il s'apprête à devenir. Ce qui nous amène à notre deuxième partie, forger un champion olympique. L'histoire prend un virage complètement inattendu ici. À la base, ce jeune ouvrier de l'usine Bata déteste le sport. Simple monde à l'envers. Mais il finit par s'imposer une discipline et un entraînement quasi secret, d'une intensité folle. Et les résultats tombent. Il bat ses premiers records, se retrouve seul contre le reste du monde à Berlin et finit par décrocher l'or olympique à Londres en 1948. C'est la naissance de la fameuse locomotive. On connaît tous l'image de ce coureur au style épouvantable, le visage tordu de douleur, les bras désarticulés, mais d'une efficacité redoutable. Et cette efficacité va nous mener au sommet, notre troisième partie, le triple triomphe d'Helsinki. Le chiffre 3. Juste ce chiffre. Il représente un exploit tellement dingue qu'il est toujours sans précédent dans l'histoire des Jeux. En 1952, à Helsinki, Émile rafle l'or sur le 5000 mètres, le 10 000 mètres et, attention, fait incroyable, sur le marathon, une épreuve qu'il n'avait tout simplement jamais courue de sa vie. C'est complètement surréaliste. C'est l'apogée absolue d'un homme qui repousse littéralement toutes les limites de l'endurance humaine. Mais voilà, cette célébrité a un prix, et il est exorbitant. Plus il court vite, plus la laisse de l'État se raccourcit. Le gouvernement va totalement récupérer son image pour en faire la machine de propagande communiste par excellence. On célèbre ses records du monde à grand renfort de trompettes, mais en coulisses, la réalité est bien plus sombre. Il devient une superstar, acclamée partout à l'international, oui, mais fondamentalement, il est prisonnier de son propre pays. Une cage dorée, mais une cage quand même. Ce qui nous précipite vers notre dernière partie, la chute tragique du héros. Et cette descente aux enfers, elle fait froid dans le dos tellement elle est méthodique. D'abord, le régime commence par restreindre ses mouvements, en l'empêchant de concourir en France ou ailleurs. Puis arrive le point de non-retour en 1968, le printemps de Prague. Émile prend courageusement position, publiquement, et le régime ne pardonne pas. La punition est d'une brutalité inouïe. Notre légende olympique est envoyée aux travaux forcés, dans des mines d'uranium particulièrement dangereuses. Pour finir de le briser, on le rétrograde comme simple archiviste enfermé dans un sous-sol. C'est une tentative systématique, glaciale, d'effacer une icône. Au final, quand on parcourt l'ensemble de ces 20 chapitres, on traverse une vie entière vécue dans les extrêmes absolus. De ce petit apprenti anonyme de Zlín à l'homme le plus célèbre du monde, pour finir relégué aux oubliettes dans un sous-sol humide.
Une trajectoire exceptionnelle, balayée par la guerre, l'occupation et par un système étatique qui l'a d'abord pressé comme un citron avant de l'écraser. Alors la question qui reste en suspens quand on referme cette œuvre, c'est de comprendre comment un homme a pu courir plus vite que le reste du monde pour finalement se faire stopper net par la nation même qu'il avait glorifiée. C'est une réflexion assez profonde sur le choc entre un talent individuel hors norme et des forces géopolitiques implacables. L'histoire d'un homme qui a couru toute sa vie, pas seulement contre la montre, mais pour tenter d'échapper au poids de l'histoire. Voilà, ça conclut notre exploration d'aujourd'hui. C'est un récit poignant et assurément une histoire qu'on n'est pas prêt d'oublier.